Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Surcharge de travail, heures supplémentaires à gogo et une pression renforcée depuis la crise sanitaire. Les internes en médecine sont épuisés. L'intersyndicale nationale des médecins internes a fait grève ce week-end à Paris. Nous nous intéresserons à la situation à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Mais tout de suite, voici les titres qui constituent ce journal. Marc Nickel, maçon, et Émeric Haine, plâtrier, ont tous les deux été sélectionnés pour participer à la grande finale du concours du meilleur artisan de France qui se tiendra ce jeudi 24 juin à Paris. Au programme, une épreuve pratique dans leurs catégories respectives, maçonnerie et plâtrerie. Le golfe de Sarreguemines est situé en pleine nature. Il accueille des animaux en éco-pâturage et la société Des Greens, qui gère l'entretien des greens, met en avant le côté écologique du site en y intégrant des chèvres, moutons et poules. On retrouve aussi des hôtels à insectes et les dernières arrivées sont des carpes amour qui contribuent à assainir les étangs et à améliorer la qualité de l'eau. Les élèves du lycée Tessier sont associés à une étude concernant les tiques qui est actuellement menée au Pays de Bitche. Elle est chapeautée par l'Observatoire Hommes-Milieu du Pays de Bitche et doit permettre de mieux comprendre et identifier les facteurs qui vont influer sur l'abondance des tiques et des pathogènes qu'elles contiennent. Valentin le Conquérant est le troisième tome d'une saga historique entamée en 2014 par Edgar Weber. L'auteur est originaire de Glasenberg. Il nous raconte l'histoire de son ancêtre, Valentin Weber, dont il a découvert l'histoire par hasard aux archives militaires françaises à Vincennes. Le Festival international du spectacle à ciel ouvert Hop 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 sera de retour du 10 au 18 juillet dans 13 communes de la métropole de Metz. Un projet artistique et presque social qui permettra de remobiliser les acteurs associatifs des villages autour d'un projet commun. 140 artistes ont été sollicités et 36 spectacles sont au programme de cette 12e édition. Un point sur la situation épidémiologique au centre hospitalier de Sarreguemines. En date du 22 juin, on dénombre 4 résultats positifs sur 518 tests réalisés. 4 patients hospitalisés, dont 3 en service de réanimation. Et puisqu'on parle santé, ces derniers temps, on ne compte plus les mouvements sociaux dans le monde de la santé. Soulignons par exemple la grève des médecins urgentistes de Sarreguemines qui a démarré il y a 2 ans déjà. Le 15 juin dernier, une journée d'action nationale était organisée par plusieurs organisations syndicales. Dans un mouvement différent, fin de semaine dernière, c'est au tour de l'intersyndicale nationale des internes de poser un préavis de grève de 48 heures. Au cœur de leurs revendications, le temps de travail hebdomadaire qui dépasse largement les 48 heures prévues par la loi. Une étude montre qu'ils travaillent en moyenne 58,4 heures. Mais ce n'est peut-être pas le seul point à mettre en lumière concernant le statut des internes. Avec nous pour en parler, Emmanuel Serris, bonjour. Bonjour Margot, bonjour à tous. Alors on le rappelle, vous êtes responsable des internes à l'hôpital Robert Pax et délégué régional de l'AMUF. Alors différemment du mouvement de l'intersyndicale qui a lieu ce week-end, vous vous battez aussi pour vos internes. Pour vous, quelles sont les problématiques ? Alors, les problématiques majeures, en fait, c'est le nombre d'étudiants formés chaque année qui n'est pas suffisant pour compenser les départs en retraite. Par ailleurs, les contenus pédagogiques qui sont extrêmement scolaires et pas adaptés au terrain. La difficulté par rapport à la pression scolaire qui est sans cesse majorée avec une augmentation régulière du nombre d'années d'études qui est déjà bien assez longue. Et également, il y a un vrai problème de bienveillance et de pédagogie, de méthode pédagogique tout au long de la formation universitaire. Alors il y a aussi le nombre d'étudiants en médecine qui doit augmenter. Mais qu'est-ce que vous pensez de la place des hôpitaux non universitaires dans l'enseignement des médecins, des étudiants ? Alors c'est une vraie question parce qu'effectivement nous sommes complètement impliqués dans la formation des étudiants. Nous faisons des contenus pédagogiques nous sommes sommés d'actualiser nos contenus pédagogiques régulièrement. Par exemple, au niveau du service, nous allons bien au-delà de ce qui nous est demandé par la faculté, puisque nous organisons des formations régulières. Chaque médecin dans le service accompagne les étudiants tout au long du semestre avec des formations qui sont faites tous les 15 jours à peu près. Donc on a une vraie place dans l'enseignement universitaire et par contre, à aucun moment, une participation aux décisions qui pourraient être prises concernant les modalités d'enseignement ou l'accompagnement des étudiants en médecine ne nous est demandé et je pense que ça c'est réellement un problème.
D'accord, donc si je comprends bien, l'hôpital Robert Pax peut et veut accueillir plus d'étudiants internes. Mais parfaitement. Et puis il y a aussi la problématique des régions, parce qu'effectivement on est censé pouvoir avoir effectivement des échanges d'étudiants, et je pense que ce serait une bonne chose que les étudiants, notamment alsaciens, puissent bénéficier de formations dans nos établissements, surtout quand ils sont originaires de villes qui sont proches de Sarreguemines et de Bitche. Et donc effectivement nous avons largement, que ce soit au niveau des urgences ou de l'établissement, de quoi accueillir et la volonté d'accueillir et d'encadrer un maximum d'étudiants en médecine. Et la volonté de leur offrir aussi de meilleures conditions de travail. Merci beaucoup Emmanuelle Séris d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Alors on parlait d'un meilleur accueil pour ces étudiants, c'est essentiel pour assurer la relève, de recruter. Actuellement, plusieurs internes travaillent au service des urgences du CHS. Ils reviennent pour nous sur leurs expériences. Regardez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez mal à la tête ou quelque chose? Ils sont 4 internes de médecine aux urgences. Passer par ce service spécifique est un stage obligatoire pour compléter leur parcours d'études. Si le statut d'interne est sujet ces derniers temps à des revendications, à l'hôpital Robert Pax, certains se sentent bien lotis. Là, on est dans une équipe qui est quand même très très sympa, donc c'est vraiment agréable de travailler aux urgences ici. Après voilà, ça reste des urgences, ça reste des gardes de 24 heures, donc qui sont un petit peu lourdes, mais l'ambiance est top, les gens sont vraiment super attentifs, ils sont vraiment là pour nous filer des coups de main si on a besoin. Donc non, franchement pour le coup, on n'en retire que du bon pour le moment. Le plus gros souci pointé du doigt par l'intersyndicale nationale des internes, c'est le dépassement des 48 heures de travail maximal hebdomadaire. Yacine n'a pas ce sentiment ici. Tant qu'on est supervisé, en fait, franchement, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, voilà, on pourra toujours discuter sur les horaires, etc. Mais ici, les horaires sont respectés. Ce n'est pas le cas, en fait, dans tous les services. Donc, dans mon ancien stage, voilà, je dépassais, enfin, je comptais plus, en fait, le nombre d'heures que je faisais par semaine, alors qu'ici, c'est quand même très réglementé. Pour la plupart, ils se destinent à exercer en cabinet libéral. Mais certains internes sont restés après leur stage, comme Juliette, en poste depuis novembre 2020 en médecine polyvalente. Alors, ce qui m'a plu au quotidien, c'est vraiment voilà, le travail en équipe, avec une équipe qui est quand même à taille humaine. Voilà, on peut avoir des discussions avec tous les médecins de façon assez simple. Voilà, une convivialité en fait entre les praticiens qui est quand même très appréciable. Et puis aussi mon expérience en fait de stage, que ce soit aux urgences, j'ai été aussi pendant mes études, j'ai fait beaucoup de stages d'externat sur Sarreguemines, donc j'avais de bonnes expériences dans cet hôpital. Tous soulignent l'encadrement de qualité. D'ailleurs, les professionnels des hôpitaux environnants n'hésitent pas à suggérer à leurs stagiaires de venir pratiquer dans la cité faïencière. On change complètement de sujet. Souvenez-vous, en mars dernier, nous vous avions parlé du concours du meilleur artisan de France lancé par RMC Sport. Eh bien, figurez-vous que sur l'arrondissement, 2 artisans ont été sélectionnés pour participer à la grande finale du concours qui se tiendra demain, jeudi 24 juin à Paris. Morane Grandcola est allée à leur rencontre avant le départ pour l'ultime épreuve dans la capitale. On commence avec le maçon épingeois Marc Nickel. Regardez. Marc Nickel, artisan maçon, épin, 48 ans, marié, 2 enfants, autre chose. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, apprentissage classique, et ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais ça. Et je me suis mis à mon compte en avril 2007. Mon père était maçon, mon grand-père était maçon, donc je baignais dedans comme Obélix quoi, depuis tout petit. Et puis petit à petit, au fil des années, c'est plus qu'un métier, on va dire, c'est vraiment une passion quoi. J'étais venu en fait parce qu'on m'avait invité, je pensais pas du tout y participer. Et au fil des semaines, je me suis pris au jeu en fait, voilà quoi. Je me suis inscrit et puis me voilà finaliste. C'est génial. Ouais, c'est l'aboutissement en fait de plus de 30 ans de métier. Donc, et d'être finaliste en plus, c'est la classe, c'est pas mal.
On aura, comme j'ai compris, un mur en béton cellulaire, un peu de crépi, mais on ne sait pas exactement si ça va être du gratté, du taloché, du lissé, en briques de parement, à jointer, et puis un petit arrondi, quelque chose aussi en briques. Voilà ce qu'on sait à peu près. Stressé, bien stressé, mais bon, on va y aller, on va essayer, on verra bien. Ouais, j'ai pas mal d'appels ou de soutien par SMS ou par message et tout ça, ça fait chaud au cœur, c'est pas mal. Ouais. Et puisqu'après le maçon vient toujours le plâtrier, on écoute tout de suite le blitarien Emric N, lui aussi finaliste du concours du meilleur artisan de France en catégorie plâtrerie. Regardez. Je m'appelle N. Emric et je suis plâtrier. J'ai commencé à la fin de la 3e, donc j'avais 15 ans. Et je me suis intéressé au métier après le stage d'essai au collège, quoi. Vu que mon père il avait l'entreprise, j'allais des fois avec aussi pendant les vacances, déjà avant le stage. Et après c'est vraiment pendant le stage que je me suis décidé à faire ce métier, quoi. J'aime bien les challenges et puis j'avais déjà fait le concours du meilleur apprenti de France et puis ça me plaisait et puis je voulais vraiment me prouver des choses, quoi. Et après je pensais quand même que j'avais ma chance, hein, étant donné que je sais quand même comment je travaille et puis voilà. En fait, on a une maquette à réaliser avec des cotes à respecter et on a 8h30 pour la faire. Et puis après, il y a une notation à la mi-journée, une fois que la maquette elle est montée. Et après, il y a toute la partie lissage, finition. Je suis quand même stressé, quoi. Hein. Je suis stressé et puis voilà, mais on va quand même tout donner. Hein. On va faire le maximum et mettre toutes les chances de notre côté. Ce serait une belle reconnaissance, quoi. Depuis que l'entreprise existe, c'est mon grand-père qui l'a créée en 1960. Après, c'est mon père qui l'a repris, donc ce serait vraiment quelque chose de très bien, quoi. Les deux finalistes sont partis ensemble ce matin en direction de la capitale pour l'ultime épreuve du concours du meilleur artisan de France. Au total, 7 corps de métier seront représentés et un seul gagnant par catégorie. Nos deux artisans sont déterminés. On vous tiendra informés de leur performance dans les prochains jours et on leur souhaite évidemment bonne chance. Dans le reste de l'actualité, des travaux ont démarré sur la route départementale 36B entre Mouterrouze et Götzenbrück. L'objectif, reconstruire le pont surplombant le ruisseau Breidenbach. Un projet à 200 000 € entrepris par le département de la Moselle. Vieillissante, la buse servant à l'écoulement de l'eau va être remplacée par un nouvel ouvrage. Les travaux sont confiés à une entreprise meusienne, Berthold. La fin du chantier est prévue pour le 15 septembre et durant les travaux, la route restera barrée et le trafic est dévié via Lemberg. On marque une courte pause et on revient pour s'intéresser à de l'éco-pâturage mis en place au golfe de Sarreguemines. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera une nouvelle fois placée sous le signe des averses et des orages. Le ciel sera changeant et l'atmosphère agitée. 20 mm de pluie sont attendus dans le Pays de Bitche avec des rafales de vent pouvant atteindre les 65 km/h. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 18 à 21 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Baptistes et il fera jour de 5h27 à 21h40. Tout de suite, retrouvez Margot. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Depuis plusieurs années, le golfe de Sarreguemines accueille des animaux, notamment pour un entretien des espaces verts plus écologiques. Thomas Drouin a fait le tour du propriétaire pour en savoir un peu plus. Regardez. À Sarreguemines, les mordus du golfe n'ont pas peur de la pluie. Il faut dire que le site en pleine nature sait se faire apprécier. Un côté nature, accentué par l'action de la société gérant l'entretien des greens. J'ai une équipe relativement passionnée par le site et donc c'était une idée qu'on a eue tous ensemble de prouver aux gens que voilà, il n'y avait pas que l'entretien du golf et l'entretien des greens et de tous les espaces verts, c'était aussi de mettre en avant ce côté un peu écologique puisque c'était une volonté de la casque et ce qui nous plaisait bien. Donc du coup on a fait plein de choses qui joignent l'utile à l'agréable mais qui n'ont au fond rien à voir avec les greens. Parmi les spectateurs animaliers des exploits des golfeurs sarregueminois, on retrouve les chèvres et les moutons de l'éco-pâturage. Un peu plus loin à l'écart, on découvre des chèvres naines et des poules. Les insectes sont eux aussi les bienvenus avec des hôtels qui leur sont dédiés. Les dernières arrivées se font très discrètes. Il s'agit de carpes amour qui ont été introduites dans les étangs avec un objectif bien précis. Le golfe souffre depuis plusieurs années d'une qualité d'eau qui n'est pas extraordinaire. Nous avons cherché des solutions écologiques à ce problème, et notamment les carpes amour, qui sont en fait des poissons qui se nourrissent d'algues et qui nous permettent d'assainir les étangs, d'améliorer leur qualité, la qualité de l'eau. Et la qualité du parcours et des greens dépend beaucoup de la qualité de l'eau qu'on utilise pour l'arrosage. Les équipes d'entretien du site ont encore d'autres projets pour associer golf et nature, dont celui d'accueillir quelques. Les tiques n'auront peut-être plus de secret pour eux. Des scientifiques mènent actuellement une étude sur ces parasites présents en nombre dans les forêts du pays de Beach. Des élèves du lycée Tessier sont associés à cette démarche. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Pour les non-initiés, l'opération peut paraître curieuse, mais pourquoi ces élèves du lycée Tessier font-ils traîner des bouts de drap au sol ? La raison de cette étrange action est finalement très sérieuse et scientifique. Ils observent si dans ces herbes hautes sont cachées des tiques, ces parasites possiblement dangereux, susceptibles de transmettre des bactéries à l'origine de la maladie de Lyme.
Rien de mieux que le blanc pour observer la présence des tiques, un conseil valable pour la réussite de cette expérience scientifique, mais aussi pour les promeneurs et le choix des habits qu'ils portent. Ces lycéens peuvent être rassurés, aucune tique n'a été trouvée à l'issue de cette expérience. En agissant de la sorte, ils ont reproduit une partie du travail des scientifiques qui mènent actuellement une étude sur les tiques dans le pays de Bitche. Voici l'objectif de leur projet. Mieux comprendre et d'identifier les facteurs qui vont influer sur l'abondance des tiques et sur l'abondance des pathogènes qu'elles contiennent. Alors je vous ai dit les forêts, les hautes herbes, mais on peut aller beaucoup plus finement que ça, selon le type de forêt, selon les essences d'arbres dans les forêts, selon l'âge des forêts, selon la pratique de gestion des forêts. Tout ça, ça peut être des facteurs qui vont avoir une influence. Le type de sol aussi. Pour ce faire, ils observent 2 sites avec grand intérêt, un sol calcaire et fertile, ouvert à Aronne, et un autre gréseux, plus acide et plus enclavé, à Eggelsart. Cette étude, chapeautée par l'OHM du Pays de Bitche, l'Observatoire Homme-Milieu, doit être restituée dans environ 1 an. Ces 44 élèves de terminale, spécialité SVT, ont rencontré plusieurs scientifiques des universités de Lorraine et de Strasbourg engagés dans ce projet. Ils ont aussi visité une exposition à la médiathèque de Bitche et participé à une visioconférence sur les tiques organisée dans le cadre de cette étude. Au-delà du fond, ils ont aussi découvert la forme, la manière dont travaillent les scientifiques, de quoi peut-être faire naître des vocations. Vendredi soir, l'auteur Edgar Weber s'est rendu à Sirstal pour présenter son nouveau roman historique Valentin le Conquérant, le 3e tome d'une saga entamée en 2014, une saga qui raconte l'histoire de Valentin Weber, un hussard qui a connu la Révolution française et qui se trouve être l'ancêtre d'Edgar Weber. Rencontre avec l'auteur dans ce reportage de David Orès. Originaire de Glasenberg, Edgar Weber est un auteur au parcours atypique. Retraité depuis 8 ans, il détient un doctorat d'arabe, a enseigné la langue pendant plus de 40 ans en France et a rédigé une vingtaine d'ouvrages sur l'islam et la littérature arabe. Également auteur de romans, il s'est rendu à Sirstal vendredi soir pour présenter le 3e tome de sa saga Valentin le Hussard du Roi, Valentin le Conquérant. Valentin, c'est son ancêtre, Valentin Weber en français, dont il a découvert l'histoire par hasard aux archives militaires françaises à Vincennes. Je découvre un homme qui se trouve être mon ancêtre, originaire de Wiswiller, qui s'enrôle sous Louis XVI dans un régiment de hussards, les hussards de Lauzun. Le mot hussard est une variante de hussard, le nom qu'Edgar a donné aux 2 premiers tomes de la saga, parus en 2016 et 2019. Son ancêtre Valentin était royaliste et a connu la Révolution française. Son destin m'a frappé, c'est-à-dire voilà un jeune, un paysan, fils de paysan, qui part à l'armée, s'engage et qui va traverser toute la Révolution et qui va être à des événements extraordinaires. Par exemple, il est gardien du roi, enfin il attendait le roi à Varennes, où il devait protéger Louis XVI. Donc il est à cet événement-là. Lorsque Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, est décapitée en octobre 1793, Valentin déserte et rejoint l'armée du prince de Condé, le cousin du roi, qui a trouvé refuge dans les pays voisins. C'est l'histoire racontée dans ce 3e tome, Valentin le Conquérant. Ça va être l'histoire des émigrés, parce qu'on n'entend quasiment jamais parler de ces aristocrates, c'est-à-dire des centaines de mille, qui émigrent et qui sortent du pays pour former une armée dans l'idée de revenir vainqueurs en France. Pour donner le ton, la présentation d'Edgar Weber était accompagnée de chants et musiques traditionnelles interprétés par la chorale de la Vallée et la famille Wagner. Tout ce que je raconte dans ces livres est totalement historique, donc je n'invente rien. Mais évidemment, il faut que je le fasse parler. Et j'invente parfois des dialogues, évidemment, entre lui et ses camarades. Publié aux éditions La Valette, Valentin le Conquérant est donc un roman historique. Ce qui est fantastique, c'est que son rêve se réalise. C'est-à-dire qu'il va traverser 15 ans de vie de Napoléon où plus personne ne pouvait imaginer qu'un roi allait revenir. Mais Napoléon tombe en 1815. Et qui revient au pouvoir? Louis XVIII, c'est-à-dire le frère de Louis XVI. Aucune suite n'est prévue. Valentin meurt à Sirstal en 1822, âgé de 57 ans, village où il a vécu son retour à la vie civile. Il habitait dans cette maison, place de l'église, et est enterré sous l'actuelle réplique de la grotte de Lourdes, à droite de l'église paroissiale.
Et bonne nouvelle pour tous les festivaliers, à partir du 30 juin, les concerts pourront se tenir debout et à 100% de la jauge en extérieur, 75% en intérieur. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le festival Hop 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 sera bel et bien de retour cet été dans les 13 communes de la métropole messine. Un programme varié et 8 jours de festivités très attendus. Reportage de Moselle TV. Une 12e édition qui prend de l'ampleur et se veut un marathon culturel avec pas moins de 36 spectacles dans 13 villes dont Metz et ce pendant 8 jours. Comme l'année dernière, les compagnies s'exportent dans toute l'agglo comme Marly ou le Banc-Saint-Martin mais aussi dans de nombreux villages. La recette aussi du festival, elle est née dans un village. C'est moi comme je l'ai vécu. Donc le fait de retourner dans un village et de réexporter cette recette juste à côté de Metz, dans des petites communes, c'était déjà un projet artistique et en même temps presque un projet social. Surtout dans des communes périurbaines, on a forcément des vies un peu associatives qui meurent. Plus on se rapproche de la grande ville, parce que bien entendu la ville, elle concentre des populations et elle concentre aussi une offre culturelle. Donc l'idée c'était de déconcentrer, de revivre la fête de village, de remobiliser les acteurs associatifs autour d'un projet commun. Au programme du rire, beaucoup, mais aussi un grand nombre de fanfares en déambulation pour compenser une fête de la musique asséchée par l'épidémie. 140 artistes ont été sollicités, dont des locaux comme les Nancéiens Mesdames ou encore le collectif messin Bout d'Essai. Après des mois de confinement, pour la ville et son agglomération, un tel festival est un enjeu économique et social. Et il y a une envie de sortir, il y a une envie de s'amuser, il y a une envie de se cultiver. Alors Metz est la ville de toutes ces envies, mais les autres communes de la métropole aussi. Et puis il y a des ressources communales, associatives, locales qui sont nombreuses et qui ne font que renforcer l'action de la ville et de la métropole. Et quand tout cela s'additionne, ça offre le meilleur festival qui va être celui d'Hop Hop Hop cette année. Un festival qui devrait moins souffrir que les autres événements culturels de la complexité du respect des consignes sanitaires. Les arts de rue étant la discipline dont la forme est la plus adaptable. Malgré tout, la crise sanitaire nécessite d'organiser les spectacles en fonction de jauge. Le masque sera fortement préconisé, voire obligatoire lors des grands rassemblements. Et avant de terminer, c'est une révolution pour l'information locale. Votre Républicain lorrain est désormais imprimé 100% en couleur. C'est une innovation de taille qui a un prix, 15 millions d'euros, qui ont servi à acheter de nouvelles machines rotatives sur le centre d'impression situé à Houdemont, au sud de Nancy. Un projet qui a duré plus de 3 ans et qui se concrétise aujourd'hui. Voici donc la première édition en couleur. Vous y trouverez un long format exclusif sur les coulisses de ce nouveau journal. De mon côté, je vous dis à très vite sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée et à demain.